Incident voyageur. Disruptif. Bien-pensance. Benchmark. Prise en otage. À vous. Sécurité. Peur. Monde de merde. Gérer ses émotions. Démocratie. Quoi? Identité. Novlangue. On aurait pu parler d'oxymore aussi. Il y en a beaucoup, je trouve, en ce moment. Et il me semble en tout cas que ce détournement, en fait, détournement de sens et cette manière de vider les mots de leur sens intervient à un moment qui est évidemment pas anodin. Et moi, je le relie beaucoup au fait, enfin, à ce sentiment en fait d'être à un moment où c'est tout un système de croyances et de valeurs qui est en train de vaciller. Je prends souvent l'exemple de ces expressions que sont les forces de l'ordre et les gardiens de la paix, qui sont quand même des expressions qui commencent à être difficiles de prononcer en fait, et dont le sens non seulement a été vidé, mais même détourné d'une certaine manière, si on veut bien considérer aujourd'hui l'ampleur des répressions policières. Mais de manière plus générale, c'est aussi cette défiance qu'il y a maintenant envers certains mots, certains concepts sur lesquels on comptait pour améliorer la vie, en fait, qui représentaient un peu comme ça des espèces de piliers sur lesquels on avait le sentiment de pouvoir s'appuyer, ces espèces de structuration, de pensée, mais aussi sociale, selon laquelle la croissance économique, elle apporte de la richesse qu'on va ensuite pouvoir partager, qu'elle crée de l'emploi et du mieux-être social. Voilà, ce genre de choses avec lesquelles on a grandi, avec lesquelles on s'est structuré mentalement, qui aujourd'hui sont battus en brèche en fait. On voit bien que en réalité, au bout d'un certain temps, cette croissance du produit intérieur brut, non seulement elle apporte plus d'augmentation du niveau de satisfaction et de bien-être de la population, mais même elle commence à le dégrader en générant davantage d'inégalités sociales, de frustration sociale, de destruction du vivant par le biais justement de cette espèce de production acharnée qui veut dire aussi de la consommation d'énergie fossile, de matière, des pollutions, etc. Donc voilà, enfin, moi spontanément, en fait, vraiment cette novlangue et cette manière de dépouiller les mots de leur sens, je l'associe de manière vraiment directe avec cette espèce de dévissage, en fait, de tout ce système de croyances et de valeurs qui jusqu'ici structurait la société. Et à ce moment où on est un peu sur la ligne de crête et où on ne sait pas encore, en fait, quel est justement le nouveau système de croyances et de valeurs qui va remplacer l'ancien. Et c'est précisément sur cette ligne de crête qu'il y a pour moi un effort politique avec un grand P et au sens large du terme à fournir pour justement faire émerger ce nouveau système qui permettrait de structurer une société différente. Novlangue, c'est bon, pour moi, c'est évidemment, ça vient frapper au cœur de ce que je fais, au cœur de ce que j'essaye de faire. Donc c'est un cœur de combat pour moi. Il y a deux choses que j'ai envie de dire là spontanément quand j'entends tous les mots que vous avez dit, etc. Il y a la première chose, c'est-à-dire qu'on arrive à un point où les éléments de langage et le terme et lui-même de la novlangue pure, les éléments de langage sont tellement choisis, tellement construits qu'on a
démonétisé totalement l'utilisation de la langue. Il est plus possible aujourd'hui de croire un homme politique. Il est plus possible de croire une parole politique, en tout cas pour ceux qui sont au gouvernement, parce que la langue a été totalement détruite, totalement vidée de son sens et d'une croyance possible. Et en fait, longtemps, je me suis dit, bon, finalement, c'est pas si grave, c'est que des mots. Pourtant, je suis écrivain, hein. Mais je mesure aujourd'hui ce que ça implique. C'est-à-dire que je ne peux pas entendre une parole politique de Macron, d'Édouard Philippe, etc., en croyant un seul mot de ce qu'on me dit. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir des représentants politiques dont les mots aient le moindre sens pour moi et le moindre degré de crédibilité pour moi. Et quand je dis pour moi, pour des millions et des millions de gens. Donc ça veut dire que ça fait sauter l'idée de démocratie représentative. Elle est déjà détruite par le fait que si tu ne crois pas aux mots qu'on te dit, si tu n'as plus confiance dans les mots qu'on te dit, si tu sais que les mots qu'on te dit ont été totalement manipulés, construits dans une logique communicante, alors il n'y a plus de lien possible entre toi et ceux qui sont censés te représenter. Donc ça, premièrement, je trouve ça ultra grave. Deuxièmement, bon, tu te rends compte que quand tu milites, quand tu te bats, etc., les mots sont un élément extrêmement important du combat. Voilà. Et quand tu es écrivain, du coup, le néologisme, l'invention de mots, la faculté à créer des mots pour faire émerger certaines réalités est un enjeu majeur, en fait. Voilà. Et donc, du coup, moi, dans mes bouquins, pour ceux qui l'ont lu, vous le savez, il y a tout un champ néologique extrêmement fort, qui n'est pas simplement un jeu sur les mots ou un plaisir d'inventer des mots, même si la nomaison fait partie des grandes jouissances de l'écrivain. C'est aussi de dire, à un moment donné, c'est ma responsabilité de pouvoir donner des mots de résistance, des mots de combat, des mots d'ouverture, des mots d'émancipation, dans un monde où on fait vraiment gaffe à te donner que des mots qui vont t'impuissanter plutôt que t'empuissanter. Voilà. Donc moi, j'essaye de bâtir un vocabulaire, un lexique, etc., qui génère du désir, qui empuissante le désir plutôt que de le péter, quoi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des enjeux fous. Et pour essayer de troller 2 secondes, parce que là, on va parler de l'effondrement, je pense à un moment ou un autre. Par exemple, typiquement, moi, je suis très intéressé par l'espèce de combat qui se produit autour du mot effondrement. Mot que je trouve, moi, désastreux, très mauvais, très mal choisi, induisant un imaginaire qui, pour moi, n'est absolument pas le bon. Mais on voit à quel point, finalement, il est réempoigné, réutilisé, réexploité par les pouvoirs en place, parce que finalement, c'est un mot très utile pour générer de l'anxiété, pour être anxiogène. Et si vous générez de l'anxiété, si vous générez de la peur, vous avez plus de moyens, plus de prise sur les gens, sur les populations, pour leur faire faire ce que vous avez envie de leur faire faire. Donc, il y a tout un débat là-dessus. Déjà, le mot effondrement au singulier, alors que il faudrait dire les effondrements, montrer que c'est multiple. Et ensuite, le mot effondrement est très mauvais au sens où il implique l'idée d'une verticalité qui s'effondre comme ça, donc d'un mouvement descendant. Alors que, à mon avis, on est plus, et c'est ce que dit Yves Citon très bien dans un bouquin qui va sortir là au printemps, il parle, lui, de délitement, en parlant des lits, vous savez, des lits qui se fracturent, des lits dans la roche qui se fracturent. Déliquescence, délitement, ces processus-là, au pluriel, me paraissent beaucoup plus à même de traduire ce qui est en train de se passer que le mot effondrement. Et pareil, quand vous dites décroissance plutôt que croissance, quand vous dites il faut développer les low-tech plutôt que les high-tech, vous vous rendez compte que vous avez déjà perdu dans la bataille sémantique au sens où décroissance, la croissance, c'est un mouvement de psychologie ascensionnelle. Quand vous dites décroissance, vous induisez dans le cerveau des gens que quelque chose va se dégrader, tu vois. De la même façon, quand vous dites high-tech, etc., et que vous dites low-tech, vous passez du haut vers le bas, d'accord? Donc, en termes de logique de désir, en termes d'activation de désir, c'est à contresens, voilà. Donc, moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai envie de dire, pas effondrement, mais renaissance, réinvention du sapiens, réinvention de nos modes de vie au vivant, etc., enfin, de notre rapport au vivant. Et sur low-tech, il faut faire utiliser les technologies émancipatrices, technologies conviviales, technologies sobres, etc. Et pareil, quand les gens ils te disent ouais, mais la décroissance et tout, non, il faut appeler ça le bien vivre, tout simplement, le buen vivir, comme disent les Sud-Américains. Donc il y a toujours un moyen dans la lutte sémantique de trouver des mots qui vont donner cette force, de renaissance que ça produit, plutôt qu'utiliser les mots du pouvoir, qui sont des mots qui, je suis désolé, mais à mon sens, nous rendent impuissants. Voilà. Bon, là, je crois qu'on va exploser le chrono, mais du coup, puisque le débat est lancé, et c'est un débat qui est intéressant.
Moi, j'ai pas de souci à utiliser ce mot d'effondrement et à l'utiliser au singulier pour justement bien marquer la différence entre ce dont on parle quand on parle d'effondrement au singulier et ce dont on parle quand on parle d'effondrement au pluriel. Parce que des effondrements, des crises, on en a connu. Il y a plein de gens qui en connaissent encore aujourd'hui même. Et du coup, quand on parle de l'effondrement au singulier, pour moi, on parle bien d'autre chose qui n'est pas la même chose qu'un scénario de délitement. C'est-à-dire que voilà, moi j'ai pas de certitude là-dessus. C'est-à-dire que je ne sais pas si on va plutôt vers un effondrement au sens où vraiment il y a un effondrement de fait effectivement vertical, mais plutôt au sens d'un immeuble qui s'effondre sur lui-même sous son propre poids. Ce qui est pour moi une image en réalité assez évocatrice si on considère à quel point la société dans laquelle nous, occidentaux, vivons est une société obèse, obscène, qui justement, effectivement, croule sous le poids de ces tonnes de marchandises qui sont produites en permanence. Donc, en tout cas, un effondrement brutal, systémique, à l'échelle planétaire. Et je pense que c'est une probabilité, c'est un des scénarios possibles. Parce que le monde d'aujourd'hui est tellement interconnecté par la mondialisation des flux, qu'ils soient financiers ou de marchandises, qu'on peut tout à fait imaginer avoir un effet domino qui provoque justement un effondrement de cette civilisation-là de manière relativement rapide. Et malheureusement, les derniers rapports qui continuent à tomber régulièrement sur la question du dérèglement climatique, sur la question de l'extinction de la biodiversité, montrent aussi que les choses peuvent se dégrader très rapidement avec des phénomènes d'emballement qu'on ne mesure pas encore aujourd'hui. Enfin là, il y a 2 jours, on a appris que l'Arctique commençait à lui-même dégager du carbone, des émissions de gaz à effet de serre, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici, et des exemples comme ça, en ce moment, il y en a plusieurs fois par mois, avec des réévaluations régulières de la hausse des températures moyennes, et que ce soit ça ou que ce soit sur la disparition des insectes pollinisateurs ou des choses comme ça, je pense que ça peut vraiment avoir des réactions en cascade très rapides et extrêmement brutales. Donc pour moi, chacun de ces différents termes, pour moi, ne désigne pas la même chose. Par ailleurs, il y a effectivement un autre scénario possible, qui est le scénario du délitement ou des délitements, qui est un scénario qui a d'ailleurs été beaucoup exploré par les dystopies et par la fiction d'anticipation, notamment dans tout un tas de films, de Soleil Vert, au Fils de l'homme, etc., avec une société, avec des classes sociales davantage marquées qu'aujourd'hui, mais qui en réalité se sont approfondies par rapport à aujourd'hui pour répondre justement à la pénurie de ressources, avec des logiques d'accaparement par une petite oligarchie qui s'est renforcée, et c'est effectivement un scénario possible aussi. Mais du coup, pour moi, chacun de ces mots désigne un scénario différent, et donc chacun a son intérêt. Et puis par ailleurs, trouver des mots positifs, je trouve que c'est pour moi pas quelque chose qu'il faut trop forcer. C'est-à-dire que parfois, il y a des mots positifs qui viennent. Moi, j'aime beaucoup le terme de métamorphose, par exemple, et je pense qu'on peut imaginer des mutations de la société au regard même de cette perspective d'effondrement ou de délitement qui puissent être des métamorphoses, au sens vraiment presque de la chrysalide. Mais en même temps, on ne peut pas non plus, pour le coup, faire que de l'écologie souriante, comme le dit notre Premier ministre. Parce que pour le coup, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne trouve pas qu'ils reprennent ces termes d'effondrement, etc. Ce qu'ils reprennent beaucoup, c'est l'écologie souriante, l'écologie des petits gestes, que si on s'y met tous, ça va bien se passer, etc. Et du coup, moi, je me méfie aussi de cette volonté de toujours positiver, parce que en fait, la lucidité impose un regard qui ne peut pas forcer l'aspect positif, quoi.
Et moi, honnêtement, quand je regarde aujourd'hui l'état des lieux de l'état de la biosphère et de la situation géophysique et de ce que ça implique derrière en termes de conditions d'habitabilité de la planète pour l'ensemble du vivant, bah, j'ai du mal en fait à utiliser effectivement des termes comme le terme de renaissance par exemple. Peut-être que c'est des choses qui peuvent être envisagées, mais il y a une telle phase de souffrance déjà aujourd'hui et encore plus à venir liée à ça, qui fait que je crois qu'il faut aussi qu'on assume de dire les choses avec une dose de gravité et de dire aussi quand les choses sont sombres.